On va terminer le tour de table, bien que ce soit une table rectangulaire, avec Irène Théry. Donc Irène Théry est sociologue, directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, et je dirais qu'elle va un petit peu nous apporter son regard sur les confusions et les impensés du débat français sur la gestation pour autrui. Merci Alexandre. Je suppose que, comme moi, en entendant nos collègues américains, vous êtes saisis d'un sentiment d'espoir très grand. Vous dites comme moi, si on est déjà nombreux, mais si on était 1000, si on était 10 000, après tout, il suffit d'écouter pour voir tomber un à un les incroyables préjugés qui constituent le débat français sur la GPA. Il suffit de rencontrer Colline pour voir tomber toute la façon dont Madame Agazinski a construit l'image de la mère porteuse comme une sorte d'esclave des temps modernes, dont on s'emparerait du corps, qui n'aurait aucune possibilité, qui serait une chose réifiée, utilisée, marchandisée. Et vous avez une femme qui vient vous dire que c'est parmi les plus belles choses qu'elle ait faites d'avoir porté pour autrui, et qu'elle est fière et qu'elle ne regrettera jamais. Donc on se dit, il suffit d'écouter ce qui se passe dans d'autres démocraties, il suffit d'écouter ce que nous disent les médecins, ce que nous disent les psychologues, et on s'aperçoit que les préjugés que l'on a sur le fait que le processus d'une gestation pour autrui ne se passe jamais bien, ne peut jamais bien se passer, que l'enfant ne peut qu'en souffrir, tous ces préjugés tombent un à un. Et donc, la question qui est soulevée, c'est comment se fait-il, au fond, qu'il soit si difficile en France de passer cette barre, hein, pour arriver à simplement un débat normal dans lequel on partirait des expériences vécues dans d'autres démocraties, hein, des réalités qui existent, et non pas de fantasmes qui viennent les remplacer. Alors moi, je voudrais intervenir seulement sur ce point, en partant du fait que ce qui nous a été présenté, je crois que c'est depuis longtemps l'option de la DFH et aussi de l'association Clara, ça n'est pas n'importe quelle gestation. C'est ça qui est très important. C'est une gestation éthique. C'est-à-dire c'est une gestation pour autrui qui obéit à certaines règles et qui permet, ce mot a été prononcé, a collaborative process of a team of people. Le processus collaboratif d'une équipe de gens. Et c'est la question de ce processus commun qui a été au centre de tout ce qu'on vous a dit, avec un mot clé qui est le mot de la relation. Une relation qui doit être équitable, qui doit être honnête, qui doit être fair, en quelque sorte, entre toutes les parties à cet engendrement avec une gestatrice pour autrui. Eh bien, cela, évidemment, ça vous montre tout de suite à quel point le débat français est faussé quand on met dans le même paquet ce type de gestation et des gestations pour autrui qui se passent avec pour principe, comme c'est le cas en Ukraine, que jamais les parents intentionnels ne rencontreront la gestatrice, qui est anonyme, hein, et qui est simplement celle à l'intérieur de laquelle on a mis un embryon et qui vous sortira à la fin un fœtus, mais sans aucune relation. Voyez. Donc, je crois que là, on défait quelque chose de très important. Imaginez, en quelque sorte, en vous reportant 20 ans en arrière, qu'au lieu d'avoir un débat sur l'adoption, avec des règles pour l'adoption internationale, par exemple, qui garantissent les droits et devoirs de chacun, on est mis dans un même paquet tous les trafics sur l'adoption, les enlèvements d'enfants sur l'adoption, tout un tas de pratiques qui existent, hein, parce qu'il y a de la demande, parce qu'il y a de l'offre, et qu'on n'ait pas voulu faire la distinction entre ce qui était honnête et ce qui ne l'était pas, ce qui était conforme à nos valeurs et ce qui était contraire à nos valeurs, ce qui préserve les individus et ce qui, au contraire, va contre eux. Donc je crois que c'est ça qui est très important, c'est de faire passer dans le débat qu'une gestation pour autrui éthique est possible et qu'elle existe déjà à côté de nous. Et si on fait ça, alors on va casser d'autres oppositions qui sont celles qui organisent le débat français. Quelles sont ces autres oppositions qu'on nous impose? Consiste à dire l'assistance médicale à la procréation, oui, mais pas pour tout le monde. Pour les couples hétéros, mais pas pour les couples homo. Le don de sperme, le don d'ovocytes, oui, mais la gestation, non. Et c'est là qu'on vous fait passer des séparations. Or, à travers la notion de collaborative process of a team of people, il me semble qu'on tient un fil
pour comprendre, je crois, une dimension très importante de ce qui fait la réticence, plus que ça, la crispation française sur la gestation pour autrui, qui est une crispation anormale quand on pense qu'elle traverse même la gauche, hein, qui n'a pas réussi à s'accorder sur cette revendication, qui prétend se battre contre toute discrimination en raison de l'orientation sexuelle, mais qui pour le moment est prête à se battre pour que les lesbiennes, qui est très bien, aient accès à l'AMP avec des dons de sperme, mais n'est pas prête à se battre pour que les gays aient accès à la gestation pour autrui. Donc, ou bien qu'il est d'accord pour des gestations pour autrui pour raisons thérapeutiques, hein, mais qui n'est pas d'accord justement quand il n'y a pas eu une maladie qui a invalidé la possibilité d'une femme d'être enceinte, etc. Alors moi, il me semble que la clé de tout ça, c'est que la gestation pour autrui éthique, celle qu'on vous a décrite, c'est-à-dire ce processus de collaboration, elle révèle en quelque sorte un aspect qui est sous nos yeux mais qu'on ne voit pas du débat français. Cet aspect-là, c'est justement que cet aspect de faire un enfant, en quelque sorte, à plusieurs, en tout cas à plus qu'un homme et une femme, faire un enfant à 3, à 4, avec effectivement, en plus des professionnels qui vous assistent, etc. Ça, eh bien, c'est très exactement ce qu'on fait depuis longtemps en France, à travers les dons de sperme, les dons d'ovocytes, et qu'on ne veut pas valoriser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il y a une particularité en matière d'assistance médicale à la procréation en général en France, qui est qu'on organise depuis 40 ans déjà le fait d'une nouvelle manière de faire des enfants, dans laquelle un couple, où en général l'un procrée et l'autre pas, a recours à une tierce personne qui va donner de sa capacité gestatrice ou reproductrice pour que d'autres personnes, ces couples, puissent avoir un enfant. Donc on l'organise d'abord avec les dons de sperme, ça fait très longtemps, puis avec les dons d'ovocytes, mais on ne l'assume pas. La particularité du modèle français, c'est que c'est un modèle qui refuse de reconnaître justement cette réalité de la naissance d'un enfant fait par a collaborative process of a team of people. Ce qu'on essaye de faire croire dans le modèle français, c'est en fait que dans le don de sperme pour un couple hétéro, en fait le modèle français consiste à recourir à un donneur de sperme, puis à cacher ce donneur, à l'anonymiser, à le faire disparaître, à cacher le don et à faire passer le mari stérile pour le véritable géniteur de l'enfant. Le droit français, c'est un droit donc qui recourt à une tierce personne, mais qui maquille ensuite cette façon de faire un enfant à 3 en un engendrement classique, au prix de secrets, au prix de mensonges, qui vont très loin, puisque, comme vous le savez, on va jusqu'à apparier les donneurs ou les donneuses avec les receveurs pour bien faire croire que les personnes qui n'ont pas procréé ont procréé, etc. Et tout ça pourquoi? Pour maintenir en fait un modèle et un seul, c'est-à-dire le modèle hétérosexuel traditionnel, hein, un seul père, une seule mère, pas un de moins, pas un de plus. Et donc, vous voyez que on ne peut pas accepter encore très longtemps de débattre de la gestation pour autrui comme si c'était un cas très spécial, parce qu'il y avait des problèmes très spéciaux qui tenaient à la question des risques de la grossesse, etc. Toutes choses dont les interventions qu'on a entendues nous montrent que, bien sûr, il ne s'agit pas de dénier la spécificité du recours à une gestatrice, parce que c'est important, l'engagement de toute une personne, de son corps, pendant 9 mois, d'un accouchement, etc. Mais il ne s'agit pas de le nier du tout. Mais en fait, on s'aperçoit que la question n'est pas celle-là. Elle est que c'est justement cette gestatrice oblige à voir ce que dans aucun des systèmes d'assistance médicale à la procréation on ne veut voir, vous voyez, c'est-à-dire cette collaboration de quelqu'un qui donne de sa capacité de reproduction, d'engendrement, pour que d'autres deviennent parents. Alors moi, il me semble que ce qui est finalement la difficulté, mais aussi la chance, on pourrait dire, de la gestation pour autrui, c'est d'obliger la France à rejoindre les autres démocraties, celles qui, comme nous, il y a 40 ans, ont commencé en organisant
ces nouvelles façons de faire des enfants avec des dons de sperme, dons d'ovocytes, dons d'embryons, dons de gestation, qui ont commencé en le cachant, avec un modèle que moi j'appelle ni vu ni connu, et après en maquillant tout ça en procréation classique. Mais ces autres pays ont changé. Ils ont dit, mais pourquoi se cacher? Est-ce que c'est honteux ce qu'on organise? Est-ce que c'est honteux d'avoir recours à un donneur ou une donneuse d'ovocytes, un donneur de sperme? Est-ce que c'est honteux de porter l'enfant pour autrui? Est-ce qu'on ne devrait pas passer d'un modèle ni vu ni connu à un modèle de responsabilité? Un modèle dans la responsabilité, répondez où je réponds de mes actes. Un modèle où il y aurait la place pour chacun des protagonistes, en quelque sorte, de cet engendrement à 3 ou à 4, mais une place évidemment qui soit clairement, où la place de chacun soit clairement énoncée. Et ce qui vous a été énoncé, ce sont des processus éthiques dans lesquels il n'y a aucune confusion entre les différentes places de chacun. La collaboration est possible parce que chacun sait à l'avance, garanti par le droit, garanti par la société, garanti par les cliniques, quelle est sa place dans ce processus global. Voilà, et là il me semble qu'il y a vraiment un enjeu qui concerne à la fois la compréhension, la capacité de notre société à passer par-dessus la montagne de préjugés qui sont aujourd'hui colportés, il n'y a pas d'autre mot, soit gestation pour autrui, mais aussi une façon de devenir en quelque sorte adulte par rapport à cette nouvelle façon de faire des enfants. Pourra-t-on éternellement continuer à l'organiser sans la valoriser? En quelque sorte, comme si on pouvait le faire, mais en se cachant. Vous voyez, en intégrant les enfants qui naissent de ces nouvelles procréations, mais comme des sortes de passagers clandestins de notre système de parenté. Et au fond, la situation qu'a décrite Dominique Menson, c'est ça. C'est une société qui veut garder des passagers clandestins. Eh bien, il me semble que le sens profond de la réunion d'aujourd'hui, c'est de dire que ceux qui aujourd'hui se sentent quelquefois vraiment les plus mal lotis, on va dire, du modèle français pseudo-thérapeutique, qui prétend soigner, alors qu'en fait, vous savez bien qu'on ne soigne pas une personne stérile avec ce modèle. On va chercher quelqu'un d'autre et on fait un enfant. Autrement, on ne soigne pas, même pour les couples hétéros, on ne soigne pas la personne stérile. Donc ceux qui peuvent se sentir légitimement les grands perdants, ceux qui finalement auront encore moins d'espoir que les autres, c'est-à-dire les couples d'hommes, ceux qui sont venus ici ce soir, parce qu'ils ont déjà des enfants, ils souhaiteraient en avoir, c'est peut-être vous qui pouvez porter ce problème en montrant que ça n'est pas votre problème et que la situation dans laquelle on vous met révèle le problème de la société française. Une société qui ne veut pas devenir adulte, qui ne veut pas assumer ce qu'elle organise déjà depuis 40 ans, la possibilité pour un enfant de naître de la collaboration entre des personnes qui donnent de leur capacité de procréation, d'engendrement pour que d'autres deviennent parents, et des couples dans lesquels l'un procrée et l'autre pas, mais où les deux engendrent ensemble un enfant, veulent sa venue au monde, et on devienne les parents selon la filiation. Voilà le grand défi devant lequel nous sommes. Et à écouter la discussion de ce soir, je pense qu'après tout, il est temps de le relever.